Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. On peut le dire, depuis quelques semaines maintenant, c'est le printemps. Oui, je crois qu'on peut s'autoriser. On peut s'autoriser à le dire, est-ce qu'on peut y croire? Et qui dit printemps dit ail des ours, forcément. Évidemment, forcément. Pourquoi dit-on ail des ours, sachant qu'on n'a pas d'ours dans la région? Alors, oui, enfin, ça dépend. Ça dépend. Il y a des ours qui n'ont pas des poils et des griffes partout. C'est vrai, mais qui méritent bien ce surnom-là. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des ours sympathiques. Oui, aussi, c'est vrai. Alors, ail des ours, parce que il paraîtrait que les ours s'en font un festin au sortir de l'hibernation. Il y a quand même un lien. Oui, quand même. Alors, l'ail des ours, il est connu depuis le néolithique. On en a retrouvé des traces d'utilisation, notamment chez les Celtes et les Germains, qui en faisaient un usage médicinal et condimentaire. Eh bien, ça ne date pas d'hier, cet ail des ours. Comment fait-on pour le reconnaître? Oui, alors pour la cueillette, c'est très simple. Les colonies d'ail des ours tapissent les sous-bois. L'ail des ours est une longue feuille souple, un petit peu en ogive, en fer de lance. Il a des fleurs blanches quand elles se mettent à fleurir en ombelles, qui ont 5 fins pétales. Et puis ça sent l'ail, vraiment, quand on se balade dans son bois. Ouais, on ne peut pas vraiment se tromper, mais quand même, soyons vigilants. Quelle est la saison de l'ail des ours? Alors de mars à mai, sachant qu'en mars, on a les feuilles. Ensuite, progressivement, plus on va vers mai, on va avoir les boutons, on va avoir les fleurs. Et à partir du mois de mai, les feuilles commencent à jaunir. Et on espère qu'on en a bien profité parce qu'il va falloir attendre un an. Et oui, donc c'est assez rapide. N'hésitez pas, il faut y aller maintenant. Une petite prévention tout de même. Peut-on confondre l'ail des ours avec autre chose? Oui, tout à fait. On peut le confondre avec certaines plantes toxiques, notamment les jeunes feuilles d'arôme, avec les feuilles de colchique ou avec les feuilles de muguet. Donc, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. On se fie notamment à l'odeur en plus des critères visuels. Et on ramasse pas par brassée. On a une cueillette un petit peu attentive. Voilà. Une cueillette attentive et respectueuse aussi, parce que l'ail des ours, c'est un bulbe. Il y a un bulbe à la base, un bulbe qui ressemble à une gousse d'ail. Et on va chercher à pas les arracher, bien le laisser en terre pour qu'il y ait un bon renouvellement d'année sur année. Comment on le cueille alors? Il vaut mieux le cueillir avec un couteau? Peut-être pour pas abîmer le bulbe? Moi qui fais pas des grosses récoltes, j'y vais avec un mini opinel. Effectivement, je cueille clic, tige par tige, etc. Je fais une cueillette très soignée qui me fait un peu moins de tri, qui me fait pas de tri du coup derrière et un nettoyage facilité. Après, si on en veut des quantités, peut-être qu'on y va un petit peu plus vite avec un plus gros opinel. Mais voilà, surtout on n'arrache pas, le bulbe. Et on casse la tige ou on la découpe. On évite aussi de ramasser en bord de route. Bien sûr, voilà, alors là, c'est les conseils généraux pour la cueillette sauvage. On évite les bords de route, les abords d'usines chimiques, les endroits où les animaux sauvages peuvent faire pipi. Oui, non, mais ça paraît évident, mais quand même, c'est bien de se le rappeler. Voilà. Je suppose comme ça, au hasard, que l'ail des ours a des super pouvoirs. Je le pressens. Mais quelle intuition! D'ailleurs, ces super pouvoirs sont super proches de ceux de l'ail dont nous parlions dans la chronique 96, si je ne m'abuse, en plus concentré, puisque là, on a affaire à une plante sauvage. Donc on va retrouver des propriétés tout à fait similaires. L'ail des ours va contenir, comme l'ail, de la lysine, qui est un composé sulfuré, c'est ça qui donne l'odeur, qui a des propriétés, on le rappelle, anti-cancer. Il va inhiber la formation de tumeurs. C'est aussi la lysine un antimicrobien. Ça protège le système cardiovasculaire, notamment en empêchant les dépôts de cholestérol de se former dans le sang. C'est un dépuratif, un détoxifiant. Ça tombe bien, c'est le printemps. On pourra en faire une cure. Il a une propriété chélatrice des métaux lourds. Chélatrice, ça veut dire qu'il va aller les déloger là où ils sont logés et il va permettre de les éliminer. Alors, ces propriétés, elles sont dues notamment au composé soufré, mais aussi au sélénium, qui contient en bonne proportion, qui permet d'éliminer notamment le mercure, le plomb, en les solubilisant, on le disait, dans l'eau. Mais c'est incroyable ce qu'est capable de faire l'ail des ours. Ouais. Juste en allant se balader dans les sous-bois. Formidable. Il est riche en vitamines? Tout à fait, en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C et en minéraux, dont le sélénium dont nous venons de parler. Qu'en est-il de la diététique chinoise? Alors, j'avais envie de vous en parler un petit peu de la diététique chinoise, notamment pour ce qui concerne les plantes sauvages. Et en ce moment, je dévore le livre de Josette Chaplet qui s'appelle « À la découverte de la diététique chinoise », où elle nous raconte que les plantes sauvages sont plus riches en jing. Le jing, selon la diététique chinoise, c'est l'essence, la quintessence de l'être vivant. C'est son énergie subtile, vitale. Alors, quand je dis être vivant, il y a du jing aussi bien chez l'être humain que chez la créature animale ou la créature végétale. Et le jing, c'est vraiment cette énergie qui permet d'entretenir et de transmettre la vie.
On va distinguer le gene inné qui est hérité de nos parents et le gene acquis qui est alimenté et entretenu par notre respiration, les émotions positives et puis ce qu'on mange et qui permet de générer du gene ou de nous transmettre le leur. Dans les plantes sauvages, on disait, les plantes sauvages sont plus riches en gene. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de beaucoup de vitalité pour survivre, pour se défendre. Or, le gene, c'est très riche, donc c'est pas très digeste. Et il faut savoir que on ne peut assimiler le gene qu'à hauteur de nos capacités digestives. Au-delà, ça va nous fatiguer, ça va fatiguer l'énergie de la rate estomac qui est en charge de la digestion. Donc pour les personnes qui n'ont pas une très grande vitalité, ça sert à rien de se gaver de plantes sauvages. Ça va fatiguer et on ne tirera pas le meilleur avantage. Donc l'idéal, c'est des petites doses régulières. Parfait, voilà comment consommer cette délicieuse plante. Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs dans cette plante? Parce qu'on a des feuilles, on a des fleurs. Eh bien, on mange plein de choses. On va manger justement les feuilles et on va les préférer. En tout cas, moi, je les préfère fraîches parce que je trouve que sécher, leur saveur a tendance à virer un peu comme les autres aromatiques. Alors, si on a envie de les conserver, hormis des recettes comme le pesto dont on reparlera tout à l'heure, il y a l'option de la surgélation, par exemple, qui préserve quand même mieux les saveurs. Oui, ça me rappelle une recette dont me parlait Sébastien, des chroniques colocataires, la puce à l'oreille. On salue Sébastien. Lui, il les congèle et puis il se fait des soupes l'hiver avec. Mais quelle merveilleuse idée. C'est une superbe idée, oui. Quelle merveilleuse idée. Je me permets de la partager, Sébastien. Voilà. Pour les surgeler, on peut déjà les laver, c'est quand même mieux. Et puis ensuite, bien les sécher et on les congèle bien à plat dans un petit sac surgélation où il n'y a pas d'air pour bien les préserver. On va consommer les boutons que nous allons pouvoir conserver au vinaigre ou que nous allons intégrer dans une omelette. On peut consommer aussi les boutons sur la tige. Et là, on va juste les cuire vapeur et on va les consommer comme des légumes, comme des asperges, par exemple. C'est très bon avec une raclette. Mais oui, tu parles sous forme de capre, là. Oui, voilà, exactement. Mais bien sûr. J'ai goûté ça dans le Jura, c'était exquis. Tout à fait. On va manger aussi les fleurs qui vont pouvoir être parsemées joliment sur nos petites salades composées, par exemple. Magnifique. Voilà. Et les fleurs ont le goût d'ail. Ah, aussi. Mais oui, aussi, tout a le même goût, en fait, toute cette saveur un petit peu aillée. Alors ça fait bizarre, tu vois une petite fleur délicate, toute blanche, toute gracile, etc. Et puis elle a un goût d'ail derrière. Paf. En tout cas, c'est une super belle fleur. Et ça décore, j'imagine, très bien les assiettes. Très, très, très joli, absolument. Quels sont les mariages heureux avec lesquels on peut... On peut marier l'ail des ours. Voilà. Comment peut-on le marier, cette ail cette ail des ours? Alors, l'ail des ours, on a dit, il a une saveur d'ail, mais d'ail un petit peu sourd, un petit peu profond, c'est moins dans la puissance. L'ail en gousse, il a plutôt la puissance solaire, des saveurs méditerranéennes, alors que l'ail des ours, il va donner un peu des notes mystérieuses, il va nous emmener dans les bois, un petit peu frais, oui, un petit peu c'est pas la même saveur. Hein. Non, c'est un peu plus sourd, un peu plus profond. Donc, cela dit, généralement, il va aller très bien avec ce que l'ail va accompagner. Donc, il va aller très bien avec la pomme de terre. Et d'ailleurs, on va pouvoir faire un petit beurre d'ail des ours en hachant finement des feuilles d'ail des ours, en les intégrant dans un beurre qui aura été juste un petit peu ramolli, etc., qu'on va pouvoir laisser reprendre ensuite. Et là, on fait des petites patates au four ou cuites à l'eau et on laisse fondre le beurre d'ail des ours dessus. C'est-à-dire que pour préparer ce beurre d'ail des ours, on fait fondre quand même le beurre? Non, t'es pas obligé d'aller jusqu'à le faire fondre, mais juste tu le laisses s'assouplir en le sortant du frigo. D'accord. Et on mélange à quelle quantité? À la fin, le beurre est tout vert ou... Tu fais comme tu veux, oui, très cher. C'est comme d'habitude. Oui, je sais pas pourquoi je pose cette question à chaque fois. Avec quoi se marie-t-il encore? Avec le fromage frais, on va l'intégrer dans un fromage frais, pareil qu'on va manier comme notre beurre souple tout à l'heure, pour faire un fromage aux herbes, ça va être délicieux. On peut l'intégrer aussi à du fromage blanc, et là, on va faire une sauce pour accompagner les pommes de terre toujours, ou les légumes printaniers. Mais oui, avec lesquels il va très bien. Voilà, les carottes, les navets primeurs, etc. En fait, l'ail des ours, finalement, il va aller très bien avec tout ce qui a une saveur lactée ou une saveur douce. Donc, l'ail des ours, moi, j'en mets dans ma semoule de blé, de couscous. Ça accompagne très bien le pain sur une tartine. Ça va aller très bien dans les légumineuses. Je pense à une salade de lentilles, etc. Donc, ça va venir rehausser tout ce qui est doux et ou lacté. Mais à utiliser, donc, comme tu le disais, soit en pesto, soit en beurre, soit frais. Donc oui, il faut le ramasser régulièrement en petite mais quantité pour avoir toujours cette fraîcheur. Ou alors tu le congèles et tu le cisèles. Tu sors tes feuilles congelées, tu les cisèles et elles vont décongeler dans ta salade de lentilles. Très bien, très bien. Des recettes peut-être à partager avec nous? Bien sûr, on va parler du pesto. Évidemment, l'incontournable. C'est classique, voilà. Donc dans le pesto, ce qui est sympa, c'est que les saveurs fortes de l'ail des ours, elles vont être adoucies par le fromage qu'on va ajouter, comme le parmesan, et ou par l'amande. Il y a beaucoup de personnes qui font leur pesto, je pense à Christine Belleville, avec de la poudre d'amande ou de la purée d'amande. On peut faire la même chose avec de la
poudre ou de la purée de noisettes. L'huile d'olive douce qu'on va ajouter, elle va contribuer à adoucir aussi. Voilà, on va faire attention à ne pas choisir des huiles amères parce qu'on a déjà suffisamment de puissance dans l'ail des ours. Donc huile d'olive douce ou huile de noisette à nouveau. Ces purées et poudres d'amande, elles permettront d'adoucir, d'enlever l'amertume. Oui, tout à fait. Et puis la puissance soufrée, ça vient temporiser parce que tu ramènes de la douceur, donc ça équilibre. En fait, tu dilues la saveur un peu punchy. Conseil que je retiens. Alors l'ail des ours, très simplement, on va le hacher dans une salade. On va s'en servir aussi pour parfumer un bouillon. On va l'incorporer, comme Sébastien, dans des soupes. Et là, moi, je préfère l'incorporer en fin de cuisson parce que ça lui préserve mieux sa saveur. Une plante bouillie, la saveur vire à nouveau. Voilà. Après, ça peut être un choix parce que ça donne autre chose. Mais si vous voulez avoir cette vivacité de l'ail des ours en fin de cuisson. Fin de cuisson, c'est 2 minutes avant la fin de la cuisson. Il n'y a pas besoin de plus. La feuille, elle est toute tendre. Elle n'a pas besoin de cuire outre mesure. On peut l'incorporer également dans des omelettes. Mais bien sûr, dans des omelettes, dans des soufflets. On en a parlé la semaine dernière. Mais voilà, dans des quiches, dans des clafoutis salés, vous allez retrouver, on vous met le lien de la recette vers mon blog, sur le site de Radio Alto, en bas du podcast. Un clafoutis c'est trop dur à dire. Un clafoutis anti-gaspi de pain qui reste à l'ail des ours et chèvre frais. Donc en fait, avec le pain qui reste, le pain sec, tu peux le mixer avec du bouillon pour en faire une crème. Tu vas mettre ton ail des ours haché, tu vas rajouter des gros morceaux de chèvre et tu fais cuire ça comme un cake. Intéressant, je ne savais pas qu'on pouvait faire des clafoutis anti-gaspi. Et ben voilà. Et ben maintenant tu sais. Je retiens. La tempura. La tempura, c'est une manière d'utiliser les feuilles entières d'ail des ours. Et la tempura, c'est un beignet très fin. Tu as une pâte un petit peu fluide dans laquelle tu peux tremper les feuilles d'ail des ours et les mettre en friture après. Et c'est miam. Ah oui, ça sonne très gourmand. Oui, ça a l'air très bon. La prochaine fois, viens avec des produits à déguster. N'hésite pas, Anne. Avec les escargots. Mais bien sûr, on va remplacer l'ail classique par de l'ail des ours pour assaisonner nos escargots. Et on a des héliciculteurs dans les Bauges. Oui, tout à fait. On a fait une émission d'ailleurs avec eux. Magnifique. Donc on achète les beaux escargots locaux et on les assaisonne avec l'ail des ours. Et puis pour finir, moi il y a un mets avec lesquels j'adore associer l'ail des ours. C'est tout simplement les gnocchis ou bien les spätzle. Donc les spätzle, ces petites pâtes d'origine alsacienne. Je me permets des gentilles moqueries parce que je suis du côté de là-bas. Et les spätzle, on peut les faire très facilement maison. D'ailleurs, vous avez même une vidéo tutoriel sur mon site. Et là, il n'y a plus d'excuses. Voilà, pour vous montrer comment on fait les spätzle. Et soit j'intègre directement l'ail des ours finement haché dans ma pâte à spätzle, soit je la mets dans le bouillon qui accompagne mes petits spätzle avec des petits légumes, avec des morceaux de chèvre pour faire une assiette complète printanière, juste trop bonne, trop parfumée et trop digeste. Et voilà tout ce qu'on peut faire avec l'ail des ours. Disons les idées auxquelles j'ai pensé. Quelques idées, mais elles sont à retenir. Et elles sont bien sûr présentes sur on l'a dit, le podcast de Radio Alto, radioalto.info. Et c'est intéressant, c'est cette chronique sur les herbes sauvages, parce que ça annonce une nouvelle série de chroniques qui va arriver là depuis avril. C'est Cyril Bouvet, Lionel Scaturo qui vont nous proposer des chroniques sur les plantes sauvages, comment les découvrir, où les trouver, etc. Voilà, des chroniques complémentaires. Merci beaucoup, Anne. Avec bonheur. On se retrouve la semaine prochaine ? Oui, tout à fait. On va parler un peu sucré. Ça faisait longtemps et ça commence à me manquer. Pour la gourmande que je suis, qui me ravit, on parle de la pavlova. Alors, tu verras qu'on prononce pavlova dans une sorte de soupir de pamoison. Très bien. Alors, à la semaine prochaine pour la pavlova. C'est parfait. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.